Bonjour. Il y a 400 ans mourait Théophile de Viau. Pour célébrer ce grand poète français, né en Agenais, l'Académie d'Agen retrace ici sa biographie sommaire, avec quelques éléments inédits. Voici son portrait, avec cette notice. Poète français, né à Boussères, près d'Aiguillon, il mourut à Paris dans l'hôtel de Montmorency, l'an 1626. Elle contient une erreur. Le poète n'est pas né à Boussères-sur-Garonne, mais à Clairac. Il nous le dit par deux fois. La première fois, par une antithèse en vers. Clairac, pour une fois que vous m'avez fait naître, hélas, combien de fois me faites-vous mourir? Et la seconde fois, en prose, et sous serment, lors de sa prison. Il dit qu'il est de Clairac, n'a père ni mère, était son père avocat, était son père de la religion prétendue, et lui aussi. Autre erreur, le lieu-dit Viau, en haut de cette carte, n'est pas la maison de Théophile comme le marquent certains plans du XVIIe siècle. C'est une métairie de son père Janus, dans le duché d'Aiguillon. Boussères, où vivait déjà son grand-père en 1550, est en Port-Sainte-Marie. En voici des photos actuelles. Voici la famille de Théophile. La branche maternelle était jusqu'ici inconnue. Marie Broc, ou de Broc, est la fille d'un bourgeois de Clairac, Jean, où elle a mis au monde, très naturellement, le poète. L'oncle, Pierre Broc, a un fils nommé Paul Broc, qui aura un rôle déterminant pour son cousin bien plus tard. Quant à l'oncle Théophile, il n'a eu qu'un mérite, rendre son prénom célèbre en le transmettant à son filleul. Une découverte, une belle-mère. Après la mère, une marâtre, Marie Dufourt, identifiée par le contrat de remariage de Janus de Viau en 1599. Théophile a donc perdu sa mère avant ses 10 ans. Ce vide affectif a forcément marqué sa personnalité. Et voici comment il prend des nouvelles de sa belle-mère. Comment va la toux de la belle-mère? Comment va sa mauvaise humeur? Écris-le-moi. Théophile révélera qu'il a fréquenté le collège de Nérac, précisant que ses professeurs, les régents, étaient écossais. Comment concilier cela? Eh bien, il suffit de relire les mémoires de Pérez, un bourgeois de Nérac. Il nomme le principal du collège, maître Jean Matisson, principal du collège de Nérac, qui fit une belle harangue dans le dit collège le 1er décembre 1601, à laquelle assistèrent un grand nombre de personnes. La dite oraison dura 2 heures, qui fut à son grand honneur, avec une belle invention et du meilleur latin. Ce Matisson est en fait un Écossais, Matison, natif d'Édimbourg. Son aisance à parler la langue de Cicéron vient d'une méthode innovante d'enseignement du latin comme langue vivante, la méthode Cordier. Elle régnait dans les collèges protestants, recueil de dialogues où maîtres et élèves conversent uniquement en latin. Lisons ce dialogue traduit en français pour la circonstance. Eusébius, mais ton frère, quel âge a-t-il? Montanus, il est dans sa 5e année. Eusébius, que dis-tu? Il parle déjà latin. Montanus, rien d'étonnant. Nous avons chez nous un précepteur zélé. Il nous apprend à parler toujours en latin. Il ne dit pas un mot de français. Nous n'osons même pas nous adresser à notre Père autrement qu'en latin. On pense ici à l'éducation reçue par Montaigne. Montaigne, alias Montanus. Oui, c'est bien lui dont il s'agit, car l'auteur des essais avait précisément 5 ans, en 1537, l'année même où Cordier enseignait au collège de Guyenne à Bordeaux. Concluons sur une filiation pédagogique extraordinaire. Cordier s'est inspiré de l'éducation de Montaigne pour élaborer sa méthode,
Laquelle méthode a été inculquée aux enfants de Janus de Viau au collège de Nérac? Entre 1613 et 1615, Théophile voyage en Hollande avec son ami Guès de Balzac. Pourquoi la Hollande et, par exemple, pas l'Italie? Un peu d'histoire. Après la paix de Vervins, la noblesse protestante française, toujours désireuse d'en découdre avec les catholiques espagnols, va les combattre aux côtés des Provinces-Unies, aux Pays-Bas. Un exemple, Jean de Secondat y envoie ses 3 fils. Un seul en reviendra vivant, heureusement, le grand-père de Montesquieu. Et l'on découvre qu'en 1608, Paul de Viau est à Delft. Paul de Viau, le frère de Théophile, avec un certain sieur d'Autiège qui l'initie au métier des armes. Or, il est bien possible que Théophile, qui avait alors 18 ans, l'ait accompagné. Comme son aîné, futur capitaine dans les troupes protestantes, notre poète sera un véritable soldat, ferraillant sur plusieurs champs de bataille. Car le sieur d'Autiège dont nous venons de parler n'est autre que Pierre Dufourt. Pierre Dufourt, vraisemblablement le frère de Marie, la fameuse belle-mère. Il est capitaine dans l'armée de Hollande. Vous avez ses grades en néerlandais. En Hollande, où il fera souche. Le musée de La Haye conserve même son portrait, peint par un anonyme. 1616. Voici la seule lettre conservée de Théophile. Il est au début de sa carrière de poète de cour et il envoie à ses sœurs des épingles à partager avec leur mère, c'est-à-dire leur belle-mère, ce que les biographes ne pouvaient deviner jusqu'à présent. 1619, Théophile a scandalisé le pieux Louis XIII par ses outrances, c'est l'exil, dans les Landes, puis à Boussères. À Boussères, où une chloris locale vient adoucir son séjour. Mes ennemis ne valent guère de me traiter si doucement. Chloris, prions que leur malice fasse bien durer mon supplice. Je ne veux point partir d'ici, quoique mon innocence endure, pourvu que ton amour me dure, que mon exil me dure aussi. Qui est cette Chloris? Vraisemblablement une Cléraquaise, la veuve de Michel, Marthe Coignon pour les intimes. Elle a la bonté de lui prêter une somme coquette de 172 livres et 16 sous, mais elle lui refusera le reste. Et c'est donc la rupture. Rupture en vers aussi. Dis plutôt que je t'importune et que je te ferai plaisir de chercher ailleurs ma fortune. Et Théophile de Viau la laisse à Clérac en ayant empoché les 172 livres. 1621 est une année faste avec la première édition de ses œuvres. On joue sa tragédie Pyrame et Thisbé à Paris, une histoire tirée de la bibliothèque du seigneur de Primay, Primay voisin de Boussères. Dans cette bibliothèque, on peut supposer que Théophile de Viau y a fureté dans sa jeunesse. Il est gentilhomme de la Chambre du roi, appointé à 2000 livres par an, mais surtout, une mission de confiance lui est donnée par Louis XIII, partant en guerre contre les protestants du Midi. Convaincre ses compatriotes de Clérac de faire soumission. Il échoue et Clérac est assiégé. Son frère Paul est dans le camp ennemi, ce qui ne l'empêche pas de rendre un service à Théophile, à savoir rembourser la Chloris de Clérac, c'est-à-dire la veuve de Michel, en lui vendant une vigne. Une vente tout à fait conditionnelle, car Janus le père est encore vivant. Il testera en septembre. Chloris ne reverra jamais son argent, mais bien son fils en 1640. Juillet 1622, Louis XIII
revient en Agenais pour récupérer Clairac, reprise en février par les protestants, Paul de Viau en tête. La présence de Théophile est prouvée, car les trois frères, en juillet, font insinuer le testament de leur père au greffe d'Agen. À cette occasion, Théophile écrit ce fameux poème, souvent cité, Sacré mur du soleil, où j'adhérerai Phyllis, doux séjour où mon âme était jadis charmée, qui n'est plus aujourd'hui, sous nos toits démolis, que le sanglant butin d'une orgueilleuse armée. Il célèbre ainsi la ruine de Clérac. Début 1623, Théophile règle quelques dettes paternelles par procuration données à son frère. Remarquez comme les deux signatures sont semblables au bas de l'acte, comme celle de leur sœur Marie, à droite, et de leur père, Janus. Concluons, celui-ci, ce père, Janus, a été leur maître d'écriture et a été leur premier instituteur avant les années de collège à Nérac. 1623, la parution sous son nom d'un recueil licencieux le met hors la loi. Il est arrêté et incarcéré dans la tour dite tour Montgomery ou Grosse Tour. Il prépare sa défense, aidé par ses amis, car cette tour n'est pas hermétique, ayant une haute fenêtre par laquelle il faisait écrire à Théophile des lettres et des avis secrets avec un rouleau de ficelle. Et même un homme d'esprit avait écrit à Théophile, son cousin, tout en proverbes gascons. Eh bien, ce cousin n'est autre que Paul de Broc, dont je vous ai parlé, qui était même le porte-drapeau de Paul de Viau lors de la reprise de Clérac en février 1622. Quant à la tour Montgomery, elle était construite par Louis VI le Gros. Elle était entre la Sainte-Chapelle et la Conciergerie, sur l'île de la Cité. Vous la voyez cerclée en vert. Elle fut démolie en 1780. Condamné à l'exil, Théophile s'engage dans l'armée menée par Henri, duc de Montmorency, contre les protestants de La Rochelle et à l'île de Ré. Il y tombe malade et passe sa convalescence au château de Celles-sur-Cher. Celles-sur-Cher chez Philippe de Béthune, le frère du ministre Sully. Le salon doré que vous voyez ici date de cette époque. Il a donc pu recevoir Théophile de Viau. Il y écrit un long poème en hommage au duc, œuvre ignorée de tous les éditeurs, mais publiée par la Revue de la Jeunesse en 2021. Jaloux des succès du duc de Montmorency à La Rochelle, Richelieu le rappelle vite à Paris. Théophile suit son protecteur et vivra ses derniers mois entre Chantilly et l'hôtel de Montmorency, l'hôtel parisien du duc où il meurt le 25 septembre 1626. Son ami Méret a compté ses derniers moments. Quelques minutes avant sa mort, il demanda avec insistance un rançort à son ami Méret, qui le lui refusa, craignant qu'il ne se fît mal, et qui se reprocha toute sa vie de ne pas avoir satisfait cette dernière fantaisie d'un homme qu'il avait beaucoup aimé. Théophile, poète libertin? Sans doute. Une partie de son œuvre en porte la marque. Mais son siècle l'a considéré tout autrement que nous le faisons. Pensons à Molière, en butte à la cabale des dévots, enterré furtivement de nuit. Au contraire, notre poète a eu droit à toute la pompe d'un enterrement catholique conduite par le curé de Saint-Nicolas-des-Champs, décrite dans cette brochure. Avec 88 éditions pour le seul XVIIe siècle, ses œuvres se sont diffusées partout, jusque dans les couvents, comme en témoigne cet exemplaire de la Bibliothèque nationale
portant l'ex-libris des moines récollets de Saint-Denis. Je termine ici cette brève évocation. Elle sera abondamment développée avec toutes les références nécessaires au prochain colloque de Clérac et surtout dans les actes qui paraîtront à l'automne 2026. Je vous remercie.